À la fin des années 90, un lundi soir, un chasseur remarqua une voiture partiellement cachée par des arbres. Elle semblait être sortie accidentellement de la route. En s'approchant, il vit qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Après avoir noté le numéro de la plaque d'immatriculation, il appela la police. C'est le bureau du shérif de Stewart County qui reçut l'appel. Stewart County to 903. There's been a report of an abandoned vehicle. La répartitrice dépêcha une voiture de patrouille sur les lieux. Elle introduisit ensuite le numéro de la plaque d'immatriculation dans sa base de données et découvrit que le véhicule était immatriculé au nom de June Atkins. Plus tôt ce même jour, on avait signalé la disparition d'une femme. Et maintenant, la police craignait que cette June Atkins n'erre dans la forêt, blessée et seule. Le véhicule était coincé contre un arbre. La portière côté passager était ouverte. Quelqu'un semblait être sorti par là. À l'intérieur, les policiers ne trouvèrent rien de suspect. Ils fouillèrent ensuite les environs en se demandant si June n'était pas sortie en rampant de l'auto et si elle ne gisait pas quelque part blessée. Mais on ne trouva rien. Le shérif David Hicks interrogea alors le mari de la disparue. Celui-ci déclara que June était partie rendre visite à sa mère dans une localité voisine, mais qu'elle ne s'y était jamais rendue. Atkins était inquiet de cette disparition. Il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où June pouvait se trouver. Le shérif Hicks lui apprit alors qu'on avait trouvé la voiture de sa femme et qu'on croyait qu'elle avait été victime d'un accident. La voiture fut remorquée à la fourrière. Les enquêteurs espéraient y trouver des indices. Les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales et de tout ce qui pourrait expliquer ce qui était arrivé à June. Mais seules s'y trouvaient les empreintes de la femme disparue. La police devait agir rapidement. Si June Atkins était blessée et errait en forêt, il fallait lui donner les premiers soins. Une équipe constituée de policiers du comté et de l'État, de même que plusieurs volontaires, se mirent à la recherche de June dans la forêt où l'on avait trouvé sa voiture. Nous avons eu beaucoup d'aide des comtés voisins. Beaucoup de gens se sont portés volontaires quand ils ont appris que June Atkins avait disparu. We're going to divide up in two groups. Half of you's going to go on the right side, half of you's going to go on the left side. Stay within 15, 20 foot of one another so you've got good sight of everybody as we go through the woods. L'équipe de recherche se dispersa en éventail dans la forêt. De leur côté, des policiers à cheval s'attaquèrent au terrain plus accidenté. La patrouille des autoroutes du Tennessee avait fourni des hélicoptères dont les pilotes relayaient des informations au sol. Les recherches durèrent plusieurs heures. Puis, la police reçut un appel radio. On avait trouvé quelque chose près du pont de Paris Landing. Rick Stout, du bureau d'enquête du Tennessee, participait à ces recherches. Il apporta ce qu'il avait trouvé au shérif Hicks. Un groupe avait découvert un édredon en patchwork. Il semblait taché de sang. Près de l'édredon, on avait trouvé des gants de travail en coton pour hommes. Les gants sentaient l'essence. L'enquête prit une nouvelle tournure quand les policiers comprirent qu'ils étaient peut-être à la recherche d'un cadavre. Des experts en scène de crime se joignirent aux recherches. Plus tard, au cours de l'après-midi, à plusieurs kilomètres de l'endroit où l'on avait découvert l'édredon, on trouva un porte-monnaie. Search command, I have found a wallet and some identification. Roger that. We'll get some more search people out your way. Nous avons trouvé le contenu d'un sac à main. Nous savions que ces effets appartenaient à June Atkins parce que ses pièces d'identité se trouvaient dans le porte-monnaie. Les autres effets semblaient tous provenir d'un sac à main. Les recherches se poursuivirent pendant plusieurs heures. On obtint alors d'autres nouvelles inquiétantes. On avait trouvé une grosse tache de sang dans l'herbe. On prit tout d'abord une photographie. Ensuite, les experts recueillirent tout ce qui pouvait servir, notamment l'herbe tachée et des échantillons de sang. Dissimulée dans l'herbe se trouvait une montre de femme. Pour Rick Stout, ces découvertes laissaient présumer qu'il était arrivé quelque chose de grave à June Atkins. On avait trouvé une voiture abandonnée en forêt. Puis, on avait découvert les effets de cette femme, dont un édredon taché de sang. Comment expliquer cela?
Quant aux effets personnels, qui aurait l'idée de jeter des choses aussi importantes qu'un permis de conduire et un porte-monnaie par la fenêtre de sa voiture? Cela nous indiquait qu'on était en présence d'un crime. On avait découvert du sang, mais pas de traces de cadavre. Les enquêteurs devaient maintenant résoudre plusieurs questions. À ce stade de l'enquête, ils ne savaient absolument pas ce qui était arrivé à June Atkins. On n'avait rien trouvé qui nous aurait indiqué où June se trouvait, ou du moins son corps. On avait espéré la trouver en vie, mais ça n'a pas été le cas. Tous les éléments furent envoyés au laboratoire judiciaire du bureau d'enquête du Tennessee. La sérologiste Patty Ciotti analysa les tâches. J'ai ouvert l'édredon et je l'ai étendu. Il y avait une grosse tache dessus. La première chose que j'ai faite, c'est de faire une analyse pour m'assurer qu'il s'agissait bien de sang. C'était le cas. Ensuite, j'ai voulu savoir s'il s'agissait de sang humain. J'ai effectué une nouvelle analyse et confirmé qu'il s'agissait bien de sang humain. Les gants étaient trop foncés pour qu'on puisse voir s'ils étaient tachés de sang. Ciotti les examina à l'aide d'une source de lumière spéciale. Elle remarqua alors qu'il y avait plusieurs petites taches ressemblant à du sang. Par des analyses subséquentes, elle constata toutefois que ce n'était pas le cas. Les résultats n'étaient pas concluants. Elle examina ensuite les échantillons d'herbe. On m'avait rapporté de l'herbe qui provenait d'un autre endroit que l'édredon. Je l'ai examiné et j'y ai trouvé du sang. Puis, elle compara le sang trouvé sur les divers indices à un échantillon de sang de June Atkins fourni par son médecin. C'était identique. Les enquêteurs demandèrent à Ciotti de leur dire si, selon elle, June était toujours en vie, compte tenu du sang qu'elle avait perdu. Sur l'édredon, il y avait une importante quantité de sang, mais cela pouvait provenir d'une blessure qui n'était pas mortelle. Malheureusement, le fait qu'on ait trouvé 2 ou 3 autres endroits où il y avait du sang m'indiquait que cette personne en avait perdu énormément. Cela signifiait que cette personne était vraisemblablement morte de ses blessures. Ainsi donc, June Atkins était sans doute morte et l'on ignorait qui l'avait tuée. I understand that if we had a body, it'd be better. We've got the quilt, we've got the gloves. Les policiers devaient maintenant découvrir qui s'en était pris à cette femme et pourquoi. Le mari de June reconnut la montre de sa femme. Il la lui avait offerte à Noël. Le shérif Hicks lui annonça la nouvelle du meurtre présumé de June et lui demanda qui, selon lui, aurait pu vouloir attenter à sa vie. Le mari se rappelait avoir trouvé un mot dans la voiture de June quelques semaines avant sa disparition. Le mot semblait avoir été écrit par un homme. Il demandait à June de le rencontrer à la rampe de mise à l'eau de bateau de Dyers Creek. C'est tout ce qu'il savait. Des policiers interrogèrent les collègues de June dans l'espoir que l'un d'eux les aiderait à identifier le mystérieux auteur du mot. Voici le shérif David Hicks. Des amis de June nous ont appris qu'elle fréquentait un certain Kenneth Pipkin. Les deux se rencontraient à la rampe de mise à l'eau de Dyers Creek. Hicks retrouva la trace de Kenneth Pipkin au site d'exploitation de bois où celui-ci travaillait. Pipkin reconnut qu'il connaissait June. De fait, il fréquentait la sœur de son mari. Mais il nia l'avoir rencontrée à la rampe de mise à l'eau de Dyers Creek. Le shérif Hicks avait des soupçons à son sujet. On devait recueillir le plus d'informations possible avant de pouvoir l'interroger à nouveau. Des policiers ratissèrent le secteur tout autour de la rampe de mise à l'eau. La caissière d'une station-service connaissait bien June et Kenneth Pipkin. Elle n'avait pas une très bonne opinion de ce dernier. Elle déclara que c'était un coureur de jupons obsédé par la propreté de sa camionnette. De fait, il était si obsessif qu'il protégeait sa banquette avec un édredon.
Récemment, la caissière avait aperçu Pipkin et June parler dehors. Elle avait ensuite vu June sortir du stationnement à sa suite en voiture. Les deux avaient pris la direction de Dyers Creek. La caissière ajouta que Pipkin venait souvent pour attendre June. Sa version contredisait celle de Pipkin. Les policiers eurent alors un coup de chance. Un pêcheur les appela pour leur donner des informations. Le jour de la disparition de June, il se trouvait à la rampe de mise à l'eau de Dyers Creek. Il avait aperçu un homme et une femme dans un pick-up. Les deux véhicules, selon sa description, correspondaient à ceux de Pipkin et de June. Les policiers convoquèrent Kenneth Pipkin à un interrogatoire. Ils lui montrèrent les photos de l'édredon taché de sang. Le suspect reconnut que l'édredon ressemblait à celui qui se trouvait dans son pick-up, mais il ajouta que quelqu'un le lui avait volé plus tôt au cours de l'année. Il jura ne pas être impliqué dans la disparition de June. Il ajouta qu'il ne l'avait même pas vue le jour de sa disparition. Les policiers savaient que Kenneth Pipkin mentait, mais ils devaient trouver des preuves solides pour démontrer que c'était un meurtrier. On fit émettre un mandat de perquisition de son véhicule et de sa maison. Les techniciens fouillèrent son pick-up. Ils trouvèrent de minuscules fibres de tissu sur le sol qu'ils recueillirent et envoyèrent au labo. Il y avait quelques paires de gants de coton dans la maison. Ces gants étaient de même taille et du même modèle que ceux trouvés sur la scène du crime. Tous ces indices furent acheminés au bureau d'enquête du Tennessee. L'expert judiciaire Russ Davis participa à cette affaire. Il brossa l'édredon pour recueillir toutes les fibres qui se trouvaient dessus. Notre but, c'était de voir si on pouvait établir un lien entre la victime et le suspect par le biais de cet édredon. C'est là que les fibres, les micro-indices, entraient en ligne de compte. Tous les tissus sont composés de fibres. Les vêtements, les moquettes, tous les tissus en viennent à perdre des fibres minuscules qui peuvent transiter sur un autre support. Davis se mit ensuite à la recherche de fibres identiques. On compare ensuite les échantillons obtenus aux échantillons connus. Dans ce cas-ci, c'étaient les fibres trouvées dans le véhicule. On les a examinées pour voir si elles se ressemblaient. Les fibres de l'édredon taché de sang étaient identiques à celles recueillies dans le pick-up de Pipkin. Selon le rapport, les analyses sérologiques avaient démontré qu'on avait trouvé le sang de la victime sur cet édredon. Les tests comparatifs avaient démontré que les fibres de cet édredon étaient les mêmes que celles trouvées dans le véhicule du suspect. Par conséquent, nous disposions d'un lien entre le suspect et la victime. I think we have enough evidence to prove to a Stewart County jury that she's dead and Kenneth Pipkin killed her. On montra ces preuves au procureur Dan Also-Brooks. Also-Brooks redoutait de faire comparaître Pipkin devant les tribunaux. Le gros problème dans cette affaire, c'était qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Une fois en cours, les membres du jury pouvaient très bien se retrancher derrière le doute raisonnable à cause de ce fait. Mais la police était déterminée à faire inculper Pipkin et fit analyser les indices de nouveau. Le procureur du district, quant à lui, n'était toujours pas convaincu d'obtenir gain de cause dans cette affaire. Il est très difficile de convaincre le jury de la culpabilité d'un individu sur la base de preuves indirectes.
On doit le convaincre sans que ne subsiste un doute raisonnable qu'il y a eu un homicide et ensuite prouver que cet homme est l'auteur de l'homicide. Le shérif Hicks savait que le corps de June était là, quelque part, et pour lui, cette affaire n'était pas encore résolue. 2 ans plus tard, le 23 août 1993, un pêcheur fit une découverte macabre. La partie inférieure du torse d'une femme flottait à la surface de la rivière Tennessee. La famille de June reconnut ses vêtements. C'était bien elle. Kenneth Pipkin fut arrêté et accusé du meurtre. La police croit que June l'a menacé de révéler leur relation amoureuse. Pipkin l'a tuée pour s'assurer qu'elle garderait le silence. Mais à l'aide de la criminalistique, on a enfin su ce qui était arrivé. Même s'il s'agissait d'un meurtre commis dans une petite localité, il y a eu autant d'experts à venir témoigner que sur tous les autres cas auxquels j'ai participé. Un médecin légiste a pratiqué l'autopsie. De plus, des experts en fibres, des sérologistes de l'État du Tennessee sont venus témoigner. À titre de procureur, j'ai trouvé ce cas fascinant. Kenneth Pipkin a été trouvé coupable de meurtre au second degré. Il purge à l'heure actuelle une peine de 20 ans de réclusion. Certains meurtriers feront tout pour qu'on ne puisse jamais retrouver leurs victimes. Ils se débarrassent du cadavre et ne laissent que d'infimes traces du crime. Auparavant, la justice pouvait difficilement condamner ces criminels. Mais aujourd'hui, la criminalistique fournit aux forces de l'ordre les armes nécessaires pour résoudre ces cas.